le 8 mars a été tellement dévié de son objectif original qu'il est important de dire pourquoi le 8 mars. Au Sénégal, je vois depuis 10 ans, mais surtout systématiquement depuis 5 ans, le 8 mars est devenu un peu comme la fête du travail, qui a perdu de vue que l'objectif, c'était un temps de remise en question, un temps de revendication, et on fait plus part à l'aspect folklorique. J'ai des mots durs, mais c'est un peu ça, je ne peux pas le qualifier. Et chaque année, le 8 mars, des chefs d'entreprise, des patrons de société sont obligés de tenir compte de ce jour pour investir dans l'habillement, dans un repas ou dans une autre activité pour les femmes de ces entreprises et de ces bureaux. Je trouve que c'est un pas extrêmement important et on ne doit pas le regretter. Maintenant, le travail des féministes, c'est de voir comment utiliser cette plateforme qui existe pour lui donner un contenu beaucoup plus clair et surtout un contenu qui réponde à l'objectif que s'étaient fixé les Nations Unies en choisissant le 8 mars pour fêter sur le plan international la journée des droits des femmes. Nous, on dit 8 mars, journée de la femme. Je crois qu'il faut rectifier maintenant cette erreur. C'est la journée internationale des droits des femmes. Ça veut dire que c'est des manifestations comme celles que vous organisez aujourd'hui qui devraient être organisées. Parce qu'il faut réfléchir, faire le point, s'arrêter un moment et dire qu'est-ce que nous avons obtenu, comment nous l'avons obtenu et en faire l'évaluation. Mais ce n'est pas seulement de passer un bon moment agréable, je ne suis pas contre, parce que j'adore les moments agréables qu'on peut passer ensemble, mais je crois qu'il est important surtout qu'on fasse le point. Et au Sénégal, il faut que de manière systématique, peut-être, c'est un appel que je lance, que ce ne soit pas sectorialisé. C'est une bonne chose que l'AGS organise, mais je crois qu'il faut que de plus en plus, on crée de grandes coalitions, parce que sans l'unité, on n'a pas de force, pour que chaque année, il y ait une coordination de l'ensemble des groupes, des associations ou des mouvements qui existent pour organiser ensemble le 8 mars. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une organisation, mais au moins on peut coordonner pour voir chacun, selon sa spécificité, ce que ce groupe va faire, mais qu'il y ait une tendance à s'unir, à penser ensemble et à voir ensemble ce qu'on peut obtenir. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus importante que je mets sur la table pour que dans les années à venir, on n'ait pas à courir à 50 000 choses qui n'ont aucun lien et qui font que arranger les forces conservatrices qui ne veulent pas qu'on parle de libération des femmes. Parce qu'il s'agit en fait de libérer les femmes. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des petits droits, et ça peut durer 100 ans. Vous savez, depuis le moment où on a décidé de lancer des initiatives en direction d'une journée, il y a plus de 100 ans. Donc ça veut dire 4 générations et plus se battent depuis lors pour faire entendre la voix des femmes. Bien sûr qu'il y a eu des changements fondamentaux. Il y a eu des changements énormes, même dans notre société. Le fait qu'aujourd'hui seulement qu'on voit autant de femmes scolarisées, autant de femmes dans des structures de direction, autant de femmes dans les sphères politiques, etc., ça veut dire que les choses ont avancé. Mon discours n'est pas négativiste du coup, mais je dis qu'on aurait pu faire mieux s'il y avait une volonté politique. Or, cette volonté politique, malgré tout ce qui se dit, n'existe pas fondamentalement. Parce qu'une chose, c'est de prendre des décisions pour plaire ou répondre à la communauté internationale. Et l'autre, c'est d'avoir effectivement le désir et la volonté politique, mais surtout la vision pour transformer la place des femmes dans notre société en fonction même de l'évolution de cette société. Et c'est pour ça que le seul dirigeant africain dont on peut parler à ce niveau, qui avait une vision cohérente et systémique, c'est Thomas Sankara, qui, dès qu'il est venu au pouvoir, a compris que si les femmes, à parité égale, ne pouvaient pas siéger là où se prenaient les décisions, ne pouvaient pas diriger des ministères, ne pouvaient pas participer au processus de changement et de transformation, il n'était pas possible d'avancer. Et c'est pour ça que ce 8 mars,
Si vous allez jusqu'à présent dans un pays comme le Burkina Faso, bon, là-bas, c'est la mode des pagnes, vous verrez que toute la ville de Ouaga, Bobo-Dioulasso, etc., tout le monde porte le pagne officiel. Les hommes en font des chemises, les femmes en font des pagnes, parce que Sankara avait mis dans la tête des gens de ce pays qu'il fallait changer. Et je crois que c'est peut-être pour ça que le Burkina, plus que le Sénégal, a un nombre de femmes très élevé dans les instances de décision, parce que c'était né d'une volonté politique. Sankara a décidé, un homme est ministre, le numéro 2 du ministère sera femme. Une femme est ministre, le numéro 2 sera un homme, etc. Dans tous les cadres, aussi bien dans l'armée, etc., etc. Donc c'est aux États-Unis, le pays peut-être le plus inattendu, où la première marche des femmes a pu se produire. Ensuite, il y a eu toute une série de démarches pour amener les États à prendre des décisions dans ce sens-là. D'abord, c'était en 1808-1809, il y a eu des ouvrières encore, parce que pour vous mettre dans le contexte de l'époque, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, c'était les débuts de l'industrialisation, les conditions de travail étaient extrêmement pénibles, l'exploitation des femmes était extraordinaire, et ce sont les femmes les moins payées qui ont exigé d'avoir au moins un minimum de droits. Et en fait, la première journée dédiée aux femmes a été fêtée en 1911. Mais c'est surtout Clara Zetkin, qui était une militante communiste, et il faut rendre à César ce qui est à César, la première femme qui a proposé, lors d'une conférence internationale des femmes, qu'il y ait une journée dédiée aux femmes. Et elle a proposé que ce soit le 8 mars, parce que c'était la première fois dans l'histoire du monde moderne que des femmes sortaient avec des banderoles, etc., qui exigeaient le respect de leurs droits et posaient aussi la problématique de leur participation politique, les fameuses suffragettes dont on parle, etc. Et c'est par la suite que les pays socialistes ont commencé les premiers à imposer le 8 mars dans leur pays et dans la plupart des conférences internationales qui étaient organisées à cet effet. Et en fait, c'est un peu pour ça que les Nations Unies ont choisi cette date du 8 mars. À l'époque, vous savez, il y avait les deux camps, le camp capitaliste, le camp socialiste, les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, et les gens ont dû reconnaître que le 8 mars avait un sens. Il avait commencé aux États-Unis, on avait fait une journée dédiée. Donc, après la première conférence internationale des femmes de Mexico, que l'Assemblée des Nations Unies a décidé de faire du 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Et il s'agissait à l'époque de ramener les droits des femmes à ceux des hommes. Ramener les droits des femmes à ceux des hommes. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas comme ça. On parle au fond de nouveaux droits qui sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et de ce point de vue-là, l'objectif n'est plus seulement d'arriver au niveau des hommes, mais c'est de créer avec les hommes de nouvelles sociétés où l'égalité est la base. Et c'est pour ça que je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est aussi une lutte politique. Et je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions de penser que c'est des petites actions qui vont changer le cours des choses. Il faut changer la culture, il faut revisiter les religions, il faut voir qu'est-ce qui correspond aujourd'hui à ce que les femmes peuvent faire dans ce temps du monde. Parce qu'on n'est plus au 19e, au 20e, on est au 21e siècle, les choses ont changé radicalement. Donc cette journée doit servir, comme je le disais au départ, à faire le point des luttes des associations, des syndicats, des partis politiques, des groupes féministes sur ce qui se passe par rapport aux femmes. Et je crois que cette année, on va revenir là-dessus, cette criminalisation du viol est peut-être la mesure phare que nous avons connue qui va créer un changement. Et quand je l'écrivais dans un article pour un groupe, la réaction des hommes, la réaction de certains hommes, parce que les hommes de manière générale étaient un peu surpris. Ça m'a frappé de voir qu'il y avait cette surprise. Pourquoi ça? Comme s'il n'y avait rien. Mais il y a eu surtout des médias qui ont osé affirmer des choses extrêmement graves. Et je crois que si les mouvements de femmes ont été assez unis, soudés et confiantes,
Parce que c'est la confiance qui nous manque, les femmes. Si on avait cette confiance en nous-mêmes, on n'aurait jamais accepté, on aurait dû porter plainte pour des gens qui osent dire des choses pareilles sur les femmes, sur le viol, surtout sur des viols qui se passent la plupart du temps avec des personnes jeunes. Vous savez, le droit des femmes n'a pas évolué comme ça. Quand il a fallu industrialiser les sociétés occidentales sur une vaste échelle, il a fallu faire appel à une main-d'œuvre. La main-d'œuvre venait déjà des zones rurales, comme on voit ici, mais principalement, il a fallu ajouter la main-d'œuvre féminine. Et qu'est-ce qu'il a fallu? On a créé des lois. On a créé des lois pour permettre aux femmes qui étaient essentiellement cantonnées dans la sphère de reproduction domestique à devenir des ouvrières, à devenir des femmes dans la société, etc., etc. On n'aura pas le temps de beaucoup d'approfondir, mais je crois qu'il est important que les gens comprennent une chose. La démarche féministe, ce n'est pas seulement une démarche de demander un droit, c'est de théoriser. C'est de théoriser le patriarcat comme un système de pouvoir politique qui assure, qui assume et qui organise la domination de ce qu'on pourrait appeler des hommes ou de la gente masculine sur les femmes. Et elle a des incidences donc sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan culturel. Et après, bien sûr, on nous dit, c'est la religion qui dit. Mais la religion, à quel moment? Si on voit les femmes, la condition des femmes, il y a la condition des femmes, il y a 7 siècles, 14 siècles, où il y a 2000 ans, on ne peut pas penser qu'on peut vivre de la même façon. La preuve, c'est que chacune d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes là. Hein? À ce moment-là, vous n'auriez pas pu sortir, aussi simple que ça. Donc ça, c'est important. D'autre part, je voudrais mettre en œuvre, parce que je vois que le temps a passé beaucoup plus vite, mettre en œuvre les limites des textes de droit. Je crois qu'il ne faut pas croire qu'une fois qu'on a un texte, le débat est terminé, la messe est dite. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle forme de mobilisation, de réorganisation, etc. Donc, aujourd'hui, un pays comme le Sénégal, nous vivons une ambiguïté sociale. À la fois, nous avons un pays avec des règles de droit très avancées qui sont du XXIe siècle. Il en reste beaucoup à changer, mais quand même, on n'est pas mécontent de ce qui est fait aujourd'hui. Mais dans le même temps, la réalité sociale, la réalité culturelle, la réalité religieuse nous amène à ce que je pourrais qualifier de Moyen-Âge, pour aller plus vite. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui une majorité d'hommes et de femmes qui avons été scolarisés, qui sommes dans le temps du monde. C'est-à-dire, moi, hier, j'étais en France, aujourd'hui, je suis ici. Avant, ce n'était pas possible. Donc, ça veut dire qu'on est dans le temps du monde, on utilise les moyens de consommation de ce temps du monde, mais à la fois, on est régi, dès qu'on vient sur les questions de famille, par des problèmes qui n'ont rien à voir avec ce monde d'aujourd'hui. Il y a encore des mariages forcés, il y a encore des mariages de jeunes filles, on a encore des mariages précoces, on a encore des difficultés à avoir accès à la contraception, l'avortement n'est pas accepté, même dans les cas médicalisés, etc., etc. Je vais aller plus vite. Mais ceci s'explique tout simplement parce qu'on n'a pas changé la mentalité des gens. Pour reprendre un terme que les Sénégalais aiment beaucoup, on dit qu'il faut changer les mentalités. On le dit toujours. Mais quelles sont ces mentalités? Ces mentalités, c'est qu'il y a une gérontocratie masculine, je répète, une gérontocratie masculine qui domine dans un pays où 65% de la population a moins de 35 ans. Donc, qui a une vision du monde, une vision de l'avenir qui n'a strictement rien à voir avec les réalités du monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va accepter de continuer à vivre ainsi ou est-ce que, en suivant l'évolution de notre économie, de notre vie sociale, on va édifier les citoyens? Vous voyez, on parle de Sénégal émergent. Allez dans les pays asiatiques qui ont connu l'émergence, qui ont aussi des religions très fortes, qui ont des traditions très fortes, mais des lois, des mesures ont été prises pour s'adapter aux choix économiques. Et je le dis, partout où il y a des rencontres de ce type-là, il n'y aura pas d'émergence au Sénégal tant que plus de 50% de la population est exclue
de ces circuits économiques, des circuits de décision politique, etc. Donc c'est un leurre parfait de croire qu'avec ce qui existe maintenant, on ne pourra pas le faire. Il va falloir scolariser des femmes en plus grand nombre, mais surtout, parce que les femmes sont plus nombreuses sur le plan démographique, il va falloir que ces femmes deviennent des femmes de science. Parce que sans la science, on ne peut pas émerger. L'émergence est basée essentiellement sur l'application des données scientifiques et techniques. Et or, à l'heure actuelle, rien n'est fait pour créer le désir d'excellence, le désir d'innover au niveau des femmes. Et je pense que l'AGS, et je vais finir là-dessus parce que je vais respecter ma présidente, l'AGS, vous avez un rôle important. Parce que la reprise s'est faite avec vous. Vous organisez, vous êtes présente sur la scène. Je crois qu'il ne faut pas avoir une attitude élitiste de rester entre vous. Il ne faut pas avoir l'attitude de croire que tout tourne autour du droit. Le droit naît de la conjonction de luttes. Et ces luttes sont menées par différents centres de société. Et je crois que vous pouvez vous donner, sans complexe, la capacité d'appeler à une coalition forte de toutes les organisations de femmes. Bien sûr, vous travaillez sur le droit, c'est normal, vous devez vous spécialiser là-dessus. Je crois qu'il faut parler dans tous les sens. Mais il faut aussi que les autres groupes, et les féministes en particulier, puissent se retrouver. Et c'est en ce sens que j'adhère parfaitement au choix des Nations Unies de faire de cette année le thème de l'égalité autour des générations. Il y a 25 ans, on était à Beijing. Et à Beijing, on était persuadés, après avoir vécu Mexico, Copenhague et Nairobi, que Beijing, c'était l'éclosion, parce qu'effectivement, Beijing a été le plus loin possible en termes de demande pour les droits des femmes, en termes de demande pour la participation politique des femmes. Mais les choses, on s'est calmé un peu, on s'est endormi, et 25 ans après, je me dis toujours, mais ce n'est pas possible. Tout ce qui a été dit est fait. On n'entend parler que quand il y a un buzz. Et je crois que c'est peut-être le message le plus fort cette année, l'égalité est possible. Mais c'est un processus historique. Pour moi, je pense que je fais partie des gens qui ne verront peut-être pas ça. Mais l'égalité peut se vivre individuellement. Si on fait le choix individuel d'avoir une démarche féministe dans notre vie. N'ayez pas peur, vous avez des enfants. Apprenez-leur au moins à respecter la femme que vous êtes, non parce que vous êtes leur mère, mais parce que vous êtes une femme. Et que nos enfants ne commencent pas à battre leur femme, avoir des attitudes d'irrespect vis-à-vis de leur femme, etc., etc. Il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Dior, je vais terminer, mais je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, la question de l'égalité soit mise sur la table. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, parce que la peur nous amène à nous refréner. Et je vois maintenant, les gens ont peur de revisiter nos religions. Mais moi, quand je parle de ma religion en tant que catholique, je ne remets pas en question l'évangile de Jésus, mais je remets en question son application parce que je vis dans une société qui n'a rien à voir avec la prêche de Jésus il y a 2000 ans. Les femmes musulmanes, ayez le courage. La plupart des marabouts qui parlent souvent ne connaissent pas aller apprendre. Mon amie Fatima Mernissi avait fait un travail extraordinaire dans le monde arabo-musulman. Elle avait osé dénoncer la pratique de l'islam par des hommes qui ont utilisé l'islam pour soumettre les femmes et les subordonner. Elle a revisité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit le harem politique, où elle a repris les textes d'origine, elle a fait des recherches pour voir toutes les interprétations possibles et voir qu'en fait, beaucoup de choses, le prophète ne l'a jamais dit, ça n'a jamais été une révélation, mais ça vient des hadiths et d'une tradition qui est la tradition de l'Arabie des 7e, 8e, 9e jusqu'au siècle suivant. Donc je crois qu'il y a ce travail aussi que nous devons oser faire sur le plan de la recherche pour que la vérité enfin soit connue. Je vous remercie.